L'invité des matins, François Miquet-Marty, bonjour. Bonjour. Sociologue, sondeur, président de Via Voice, Institut d'études et de conseil à l'opinion, et puis donc également auteur de nombreux essais. Il y a aussi des collaborations, la revue Esprit, la dernière livraison, août-septembre 2013. À quoi servent les partis politiques? Et puis, surtout, votre nouvel ouvrage, François Miquet-Marty, Les nouvelles passions françaises. On se souvient de Théodore Zeldin, de l'anthologie des passions françaises de Zeldin, il y a maintenant, quasiment au moins 20 ans. Vous nous parlez, vous, des nouvelles passions françaises et de réinventer, c'est le sous-titre de votre livre, la société et répondre à la crise. C'est publié chez Michel-An. Et vous rappelez d'emblée, dans votre livre, une date, et on se rend compte qu'on est à quelques jours de cette date anniversaire, le 15 septembre 2008, il y a 5 ans, chutaient Lehman Brothers. Et de là, alors qu'on y prêtait qu'une attention, entre guillemets, inquiète mais lointaine, tout allait commencer par aller mal et n'en plus finir, c'est-à-dire n'en plus finir de quoi? La crise dans laquelle nous vivons. Mais voilà, François Miquet-Marty, que vous allumez en préambule à peu près tout le monde, les hommes politiques qui en parlent mal, les économistes comme Agnès Benassi-Kéré qui en parlent mal, et nous-mêmes, les journalistes, qui ne rayons cette crise que sur la question de l'économie. Or, posez-vous comme question, dans le quotidien de nos vies, parle-t-on réellement de PIB, de courbe du chômage et de taux d'endettement, alors que les Français, que vous avez, vous, consultés et rencontrés tout au long d'une enquête pour écrire ce livre, parlent plutôt de crise des valeurs. François Miquet-Marty, avons-nous tous, ce que vous appelez au fond les élites et les représentants nationaux de la politique et des médias, avons-nous tous chaussé les mauvaises lunettes? Non, bien sûr, et je crois que... Ah, merci, vous allez rester. Non, je n'allume personne. Si vous voulez, ce livre est né de rencontres. J'ai passé une année à discuter, à écouter surtout, des Français de tous horizons, dans toutes les régions de France, de tous milieux sociaux. Et effectivement, comme vous le rappeliez... Vous êtes beaucoup allé au café. Je suis allé au café et je suis surtout allé chez les gens. Chez eux, pour les laisser parler, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour entendre leur discours, vous le rappelez à juste titre, notamment sur la crise. Et je crois que la première stupeur, d'une certaine manière, est que les discours que j'ai entendus concernent très peu, voire pas du tout, la vision économique de la crise. La première, pour livrer une anecdote, la première rencontre que j'ai faite était avec une personne en Touraine, en lui demandant de façon très ouverte ce qui la préoccupe en France et comment elle voit les choses sur la situation française. Elle a parlé très longtemps des incivilités, des relations entre les gens. Une personne, une autre encore. Autrement dit, il y a ce constat, je pense, qui est très important, qui est le constat d'une société malade. Les relations entre les gens, aujourd'hui en France, ne sont pas bonnes. Pour 70% des Français, rappelez-vous, c'est un sondage assez récent, la France est en dépression. La France est en dépression. Et, alors c'est une spécificité française, ça n'est pas nouveau en soi, mais dans son ampleur c'est nouveau. On a aujourd'hui 70% des Français qui estiment qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre. L'autre est au mieux un étranger, au pire un adversaire. C'est un tableau social. Ce qui est, je pense, très intéressant est que la crise telle que vous l'évoquez ici, c'est-à-dire au fond le chômage, les difficultés de pouvoir d'achat, c'est ça qui nous touche dans nos quotidiens, eh bien, est très corrélée à ce tableau social. Et que pour une majorité de Français aujourd'hui, ensuite on a posé la question, on a conjugué différents types d'enquêtes, pour une majorité de Français aujourd'hui, 57% exactement, si l'on améliorait les relations entre les gens, ça permettrait de sortir de la crise économique. Alors concrètement, c'est pas un peu angélique ça quand même, non? Je ne crois pas. La crise économique, elle a quand même forcément des répercussions sur la question sociale. L'un va forcément avec l'autre. Même si le français moyen que je suis ne sait pas forcément décrypter une question de PIB, encore que grâce à Agnès Benassi-Kéré, j'ai fait des progrès, mais si on ne sait pas forcément parler des courbes de chômage et de taux d'endettement, on se dit bien qu'une crise économique a forcément des répercussions sociétales. Vous n'avez pas d'argent, vous prenez votre travail, ça a une répercussion sociétale. Eh bien, je crois qu'il existe les deux lectures. C'est-à-dire qu'il existe une lecture qui consiste à dire que si l'on améliore la compétitivité, la situation économique ira mieux. Si on améliore la situation des entreprises, si on réduit l'endettement public, ce qui est très frappant, c'est que le discours des dirigeants politiques en priorité, des dirigeants d'entreprise, est d'abord un discours économique.
que l'on écoute Nicolas Sarkozy, Jacques Attali, François Hollande, on parle de compétitivité. Oui, parce qu'on paye des factures, il faut payer des dettes, rembourser des emprunts. On parle forcément d'économie. C'est important, mais il ne s'agit pas du tout de nier cet aspect-là des choses. En revanche, l'autre aspect me semble aussi devoir être pris en compte. C'est-à-dire, si l'on dit que nous sommes aujourd'hui dans une société qui manque de respect entre les gens. C'est la première critique qui est faite. Au fond, on a aujourd'hui 80% des gens qui disent dans notre société, nous ne savons plus trop ou nous ne nous respectons pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir d'abord des entreprises, des institutions, pas toujours, mais ça peut arriver, dans lesquelles l'activité collective fait défaut, dans lesquels les gens, au fond, travaillent davantage les uns contre les autres plutôt qu'ensemble. Et puis, ça veut dire, dans un discours qui est aujourd'hui très, très fréquent, que des bénéficiaires d'allocations sociales, d'aide, d'allocations chômage, dans une logique d'irrespect à l'égard de la collectivité, vont bénéficier de ces allocations sans nécessairement avoir la volonté de véritablement rechercher du travail demain. Il y a une critique qui est quand même très forte aujourd'hui, y compris de la part de sympathisants de gauche, qui est très intéressant, du dispositif d'allocation sociale, d'allocation chômage. Alors c'est un thème qui revient régulièrement dans votre livre, très, très important. Et qui revient, cela dit, avec des accents un peu inquiétants, parce que tout de même, vous notez qu'il nourrit, cela dit, principalement, évidemment, l'électorat du Front National. Voilà. Il y a une passerelle directe entre la dénonciation de ce dispositif d'aide sociale, attribué à des personnes, certes, qui en ont besoin, mais qui, dans le discours que j'entends, ne font pas suffisamment d'efforts pour retrouver du travail, pour se remettre en chemin, et donc une inversion, d'une certaine manière, de la notion de justice sociale. C'est-à-dire que la justice sociale, ça devient, en termes de souhait, une aspiration à un allègement de cette logique de redistribution sociale. Autrement dit, voilà, j'ai rencontré, pour vous donner un autre exemple, un employé dans le sud-est de la France qui m'a dit « la société est contre nous ». Ce qui est une phrase, je trouve, extraordinaire. La société est contre nous. La société, c'est nous. La société est contre nous, ça veut dire qu'on est dans un monde où on a du mal à faire vivre des valeurs auxquelles l'on tient. Alors, je parlais de le respect, il y en a d'autres. La civilité, la solidarité, l'harmonie entre les gens, l'harmonie avec l'environnement aussi. Et puis, on voit face à cela beaucoup de gens qui, dans leur quotidien, essaient de répondre à la crise. Ça veut dire qu'ils essaient de reconstituer un monde plus harmonieux à leurs yeux, plus équilibré. Ce sont des choses très concrètes. Une secrétaire qui se met à mi-temps pour avoir un peu plus de temps pour elle et pour avoir un équilibre de vie un peu meilleur. Un enseignant qui change de région et qui va essayer d'avoir lui aussi une qualité de vie un peu meilleure en articulation, en relation avec les autres. Et puis des gens aussi qui estiment que les relations des Français dans cette société, c'est la nécessité de travailler, de s'impliquer davantage. Autrement dit, je crois que ce champ qui est très large, qui est celui de ce qu'on appelle là des valeurs de société, alors il faut être très prudent, parce que ce ne sont pas des valeurs au sens conservateur du terme. Il est très frappant aujourd'hui d'observer que lorsque vous interrogez des jeunes, et 18-24 ans, la valeur à laquelle ils font le plus référence est celle de la notion de respect, précisément, et la valeur de respect. Tout ça consiste à dire qu'effectivement, si, au fond, nous savions mieux vivre ensemble, eh bien l'économie aussi pourrait aller mieux. Voilà, je crois que ce ne sont pas là deux éclairages incompatibles. Non, vous voulez en fait rééquilibrer la lecture que l'on a de la crise et effectivement notamment les médias, comme vous dites, que les médias soient plus attentifs à la question de la personne et donc non pas de l'économie nécessairement, mais des valeurs que les gens partagent. C'est cela. C'est ça qu'on n'a pas nous assez relayé dans les médias entre autres. Mais il ne s'agit pas d'une critique des médias. Il s'agit surtout de pointer la difficulté des dirigeants politiques à se faire entendre. Et le gouffre croissant entre les citoyens et les dirigeants politiques, il procède de ça. C'est-à-dire qu'au fond, pour résumer, aujourd'hui, on a une crise économique qui revêt deux significations. La première signification, qui est la partie émergée de l'iceberg, c'est une signification économique, purement économique, en termes de mécanisme. L'autre, qui est la partie immergée, c'est le champ des relations sociales. Et le discours politique ne parle pas de ça. Alors ça, c'est le sujet d'un article, d'un entretien que vous avez donné avec Isabelle Sommier dans la revue Esprit du mois d'août et septembre 2013, qui vient de paraître. Et puis, effectivement, vous faites ce constat, je vous cite, lorsqu'on parle du rapport des Français aux partis politiques, il faut bien faire la distinction entre l'opinion portée sur les dirigeants nationaux et celle qui concerne les partis eux-mêmes. Les dirigeants suscitent effectivement de l'exaspération, ils sont perçus comme impuissants et peu à l'écoute des préoccupations réelles des citoyens. Quant aux partis
partis, ils font naître plutôt de l'indifférence, car ils ne font plus sens dans la société contemporaine. Et vous dites que la représentativité des partis par rapport à la société, comme à une époque, par exemple le PCF, aujourd'hui est totalement en berne et quasiment en dissolution, que les Français préfèrent s'incarner dans d'autres choses, des choses qui sont à la fois contestataires ou associatives, ou dans les marges, ou dans une sorte de bénévolat, de 12 000 choses qui ne sont plus la question des partis politiques et de l'action politique traditionnelle. Oui, aujourd'hui, on a un discrédit qui est croissant à l'égard des partis politiques. Aujourd'hui, on a 40% des Français qui ne se reconnaissent plus dans aucune sensibilité politique. Là, vous parliez de la forme, partie de l'organisation, mais au-delà des sensibilités politiques, on a, pour deux raisons majeures, je crois. D'abord parce que nous considérons tous que nous sommes uniques. Nous ne sommes pas des individus, mais des personnes. C'est-à-dire donc avec des personnalités, des traits de caractère spécifiques. Et nous avons tous la même légitimité à être entendus dans la sphère publique. Ces partis, ces organisations-là, incontestablement, ne sont pas le relais de chacune de nos personnalités. Si nous voulons exister dans la sphère publique, nous pouvons créer des blogs, créer des dispositifs de communication directe, sans ces médiations-là. Et puis, c'est vrai, c'est ce qui nous réunit ce matin, je crois qu'il y a une difficulté très grande de la part des partis politiques à parler de la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire, au fond, je parlais tout à l'heure de cette métaphore de l'iceberg, on a le navire qui est le navire UMP, PS, des dirigeants politiques, au fond sombre parce qu'il se heurte à cette partie immergée de l'iceberg qui est celle, au fond, de la vie quotidienne des gens. Lorsque vous reprenez les discours de Barack Obama pendant sa campagne présidentielle de 2008, les discours de Mandela aussi, ce sont des discours qui reposent sur la vie des gens au sens de leurs aspirations de tous les jours. Vieillir dans la dignité, avoir une capacité à faire grandir ses enfants, les mettre à l'école, avoir une place pour eux, leur trouver un emploi. Et ces éléments-là sont totalement, je crois, occultés par des facteurs économiques dont il ne s'agit pas bien évidemment de nier l'importance, mais dans lesquels je pense aujourd'hui une partie importante des électeurs potentiels ne se retrouve pas. Alors vous parlez de cette crise des valeurs, notamment ressentie par les Français, la question du respect. Un autre sentiment très fort, et qui est plus sans doute qu'un sentiment, dites-vous, c'est que malgré justement les réseaux sociaux, le malaise est constant et que les gens, la société, ressent un très grand sentiment de solitude. C'est l'un des éléments les plus frappants aujourd'hui. C'est-à-dire si tous ces entretiens ont pu être réalisés, nous les avons réalisés. Combien avez-vous fait pour avoir la méthode 50 personnes, qui représentent la diversité de la population française, contactées simplement par téléphone chez eux. Je crois que c'est d'ailleurs le premier enseignement, ce besoin de parler. Plusieurs personnes rencontrées m'ont dit à la fin « merci de m'avoir écouté ». C'est-à-dire je crois le paradoxe c'est que nous passons beaucoup de temps à parler, mais sans véritablement avoir de lieu où nous nous écoutons et où nous sommes en mesure de dire au fond les spécificités de nos existences. Et vous dites, en préambule de votre livre, en réalité s'épanouissent 1000 France, 1000 idées, 1000 mutations, 1000 tentatives de régénération, 1000 voix qui témoignent d'un souhait de métamorphoser la société. Bon, là, c'est quand même la vision un peu lunettes roses. Non, parce que là encore, il est très frappant de constater précisément la diversité de ces expériences. Ce ne sont, je crois, pas uniquement des évolutions qui sont réalisées par rapport à des problèmes de pouvoir d'achat. Concrètement, vous avez une personne en Limousin qui s'organise avec ses voisins et qui partage, qui achète de façon commune, avec un idéal quasi communautaire qu'elle formalise de cette manière-là, qui achète de façon commune un congélateur, une voiture, les éléments de la vie quotidienne. Avec une dénonciation qui est croissante, on n'en a pas parlé, mais une dénonciation qui est croissante, des valeurs de la société de consommation. Aujourd'hui, je crois que ce qui s'installe, bien évidemment, ce n'est pas la critique du pouvoir d'achat, mais la critique de l'idée selon laquelle la société de consommation nous conduit au bonheur. Aujourd'hui, on a des aspirations de plus en plus diversifiées, de plus en plus multiples, à d'autres modes de vie. Et ce qui est très frappant, c'est que ces autres modes de vie-là, ils se font de façon souterraine. Dans la vie quotidienne des gens, on a vu les lieux d'échange se développer, d'échange de vêtements, de troc. Et encore une fois, ces éléments-là ne sont pas la traduction purement mécanique de problèmes de pouvoir d'achat. Ils sont sous-tendus par l'aspiration à d'autres visions du monde que chacun aménage dans son quotidien. L'aspiration profonde, c'est être bien avec mes proches et au fond construire mon petit monde à moi. Tocqueville parlait des petites sociétés. Tocqueville disait... Ce sont les valeurs de l'égoïsme ? Non, justement, je ne crois pas du tout. Ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme soit une valeur d'ailleurs. Ce n'est pas un égoïsme au sens où il ne s'agit pas de la
mobilisation de l'affirmation de ses intérêts personnels en priorité, ça peut être aussi une forme d'humanisme. C'est un humanisme à petite échelle, qui n'est pas l'humanisme des Lumières, bien évidemment, mais qui est la valorisation d'un monde où l'on se sent bien et où l'on prend en compte, où on prend soin de ses proches. Alors ses proches, c'est sa famille, mais ça peut être aussi les gens avec qui on vit. Ça peut être la volonté de tenir compte de ses voisins. C'est la reconstruction de ces petites sociétés dont parlait Tocqueville. Alors lui en parlait de façon négative, mais là il s'agit de petites sociétés dans la grande société qui sont un peu idéalisées, où on donne une importance majeure, effectivement, à sa famille, à ses amis, à des proches avec lesquels on veut passer du temps. Et là se reconstituent effectivement des modes de vie sociaux, mais aussi économiques, qui se font à totale distance des grandes évolutions économiques dont on parle et à totale distance des grands schémas de refondation de l'économie française. D'un mot, et nous y reviendrons dans le débat avec Brice Couturier, vous avez écrit ce livre dans quel but tout de même? D'essayer d'apporter un peu d'optimisme dans les discours catastrophistes qui concernent la crise et tout ce qui découle de cette crise. Tout de même, on le voit, les montées de chômage et de pauvreté dans les pays européens, on le voit, les montées de la xénophobie de ci, de là dans des élections électorales. Vous dites, c'est pas nécessairement vers ça que ça va? J'ai écrit ce livre pour comprendre ce qui, en période de crise, était vraiment important pour les gens. En ayant en tête une hiérarchie qui s'est révélée totalement fausse concernant, de manière exclusive, l'emploi, le pouvoir d'achat, éventuellement la croissance économique française. Voilà. Ce qui est intéressant, et c'est la raison qui, je crois, conduit à persévérer sur ces recherches-là, c'est de découvrir qu'au fond, les critères et la hiérarchie des facteurs économiques dont on parle tous les jours ne sont pas ceux qui préoccupent une large partie de Français. France Culture, l'invité des matins. Et tout d'abord, la chronique de Brice Couturier à 8h16. Bonjour Brice. Bonjour Marc, bonjour chers auditeurs. Le 15 septembre 2008, la banque Lehman Brothers faisait officiellement faillite. Comme le temps a passé vite en 5 ans. Notre regard sur cette crise a eu le temps de changer considérablement. Au début, nous l'avons comprise comme une crise du surendettement américain. Là-bas, les ménages, les entreprises, l'État fédéral, tout le monde avait vécu à crédit. On leur avait bien dit maintenant, leur bulle allait éclater, ils allaient régler l'addition. Tandis que nous autres, bien protégés par les édredons sociaux de nos États-providence, nous n'avions qu'à attendre que New York et Los Angeles subissent leur purge. Nous comprîmes bientôt que la finance européenne ne serait pas épargnée. La faute à la mondialisation. Parbleu, les banquiers s'étaient affranchis de toute pudeur et de toute morale. Il suffisait de les encadrer par des règles strictes, de leur interdire de spéculer avec les économies des épargnants, et tout redeviendrait comme avant. Plus tard, les États ayant sauvé à grands frais les banques, nous avons réalisé qu'eux aussi étaient surendettés au-delà du raisonnable et que nos économies étant plongées dans la léthargie, les rentrées fiscales seraient très insuffisantes à ramener les dettes publiques à un niveau soutenable. Toutes sortes de prophètes d'apocalypse prospérèrent qui annonçaient depuis des décennies l'autodestruction du capitalisme. Il suffit alors que quelques milliers de jeunes, étudiants ou chômeurs exaspérés occupent une place à Madrid ou un parc à New York pour qu'ils voient poindre l'aube de la révolution tant désirée. Avec la crise de l'euro, d'autres annoncèrent tout aussi sombrement la résurrection d'États-providence barricadés à l'abri de leurs frontières douanières et de leur monnaie nationale. Aujourd'hui, nous en avons pris notre parti. Personne ne croit plus ni au grand soir, ni à l'homme providentiel. Plus personne ne se fait d'illusions. Les politiques ne sont pas des magiciens. La crise aura été l'occasion de révéler qu'une tectonique des plaques était à l'œuvre depuis longtemps et que les économies occidentales, européennes en particulier, ne sont plus dominantes. Voyez ce qui vient d'arriver au Finlandais Nokia, gobé par Microsoft. L'Europe ne produit plus de smartphones, ni ne les équipe en puces et en programmes. Nous venons de décrocher de l'une des technologies les plus rentables de la planète. Pas étonnant dans ces conditions que le désenchantement envers le politique s'accompagne de tentatives bien concrètes de refaire société ici et maintenant, crise ou pas. Crise ou pas, il reste possible de construire son bonheur, d'être bien avec sa famille et ses amis. Les Français sont à la fois terriblement pessimistes quant à l'avenir de leur pays, mais très heureux dans la sphère privée. Les banquiers peuvent bien se gaver. Ici, sous la tonnelle,
se façonne une petite société du respect, comme l'une des personnes que vous avez rencontrées, François Miquet-Marty. Vous nous montrez comment les Français apprennent à vivre avec la crise et à s'organiser, à combler leurs besoins d'harmonie. Des initiatives locales pullulent en effet, qui tentent de se soustraire à la sphère marchande, lourdement taxée. Fort bien, mais tout cela permettra-t-il de réparer la société ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. François Miquet-Marty. Oui, merci, parce que le panorama historique sur le sens que l'on donne à cette crise, je crois, est essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, il apparaît que la crise est dans la société française et donc attribuée à nos propres comportements. Et il y a eu de façon très frappante, en quelques années, une inversion des significations. C'est-à-dire cette crise qui émanait du lointain, désormais émane d'ici. Et par conséquent, on reconstitue des univers qui sont censés être des univers plus protecteurs. Je crois que c'est la première raison, au fond, de ce bonheur individuel. Ne nous y trompons pas néanmoins. Dans la longue durée, c'est-à-dire des années 60, longue durée relative des années 70 jusqu'à 2008, on avait régulièrement 90% des Français qui se déclaraient à titre personnel heureux. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est-à-dire que malgré tout, même si les Français, chacun d'entre nous, se déclare plus heureux que ne l'est l'ensemble de la société, on a eu quand même, si l'on peut dire, une décrue très massive du bonheur individuel en quelques années. Néanmoins, effectivement, la cellule familiale locale est un élément de protection. Et puis le deuxième élément qui est très important, c'est une capacité d'action. C'est-à-dire là où je vis, là où je suis, avec mes proches, avec mes voisins, je peux peser, je peux avoir une influence, je peux construire peut-être une vie, éventuellement un destin. Au niveau national, nous sommes en train de réaliser une étude là-dessus, au niveau national, on a le sentiment d'une société bloquée, c'est-à-dire au fond d'un engrenage où, selon lequel le coût de la vie est de plus important, les impôts sont de plus importants, le chômage est de plus important, et où les alternances politiques ne suffisent pas à résoudre ça. Dans mon quotidien, j'ai une marge de manœuvre. Alors j'ai quand même juste, une bonne nouvelle. Une dépêche Reuters est tombée à 6h45. C'est un de vos concurrents et amis qui a réalisé pour BFM un sondage sur le moral économique, BVA pour Axis Consultant. Selon cette enquête effectuée les 29 et 30 août dernier, la dépêche est toute fraîche, auprès de 1000 personnes, 37% des Français sont plutôt plus confiants dans l'avenir économique de la France, soit 12 points de mieux qu'il y a 2 mois. Certes, 59% des personnes interrogées se disent quand même moins confiantes, mais, souligne la dépêche, c'est 14 points de moins que dans la précédente enquête. Donc, vous aviez raison, ça va quand même un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais lorsque vous demandez aux Français s'ils ont confiance en l'avenir de la France, en l'avenir des États-Unis, en l'avenir de l'Angleterre, en l'avenir de l'Allemagne, ils ont confiance en l'avenir des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne, pas en l'avenir de la France. Donc ça va un peu mieux, effectivement, il y a une bouffée d'oxygène, mais d'une certaine manière, les fondamentaux du malaise français sont toujours présents. Alors Agnès Benassi-Carré. Oui, pour aller un peu dans le sens de Brice Couturier, moi je rencontre souvent des investisseurs anglo-saxons qui ne comprennent pas du tout l'économie française, pourquoi on n'arrive pas à redresser ça, qui voient que la société française est en effet en dépression, mais il y a vraiment quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est la démographie. Ils disent, si vous êtes si déprimé, pourquoi avez-vous autant d'enfants ? Et j'ai du mal à leur expliquer. Est-ce que vous pouvez me donner une explication ? François Miquet-Marty. Je ne sais pas qu'il y a une explication simple. Je crois que il y a d'abord des politiques d'aide familiale qui sont très importantes. On les démantèle les unes après les autres. On vient d'en apprendre une nouvelle preuve ce matin. Mais elles existent. Et dans la longue durée, elles sont là. Nouvelle niche fiscale pour l'année prochaine, pour l'éducation des enfants va être supprimée. On apprend une de plus, vous savez, comme le quotient familial qui est attaqué aussi. Donc progressivement, on va peut-être arriver à démanteler cette politique démographique extrêmement familiale, extrêmement favorable à la démographie. Et puis encore une fois, le gouvernement s'en charge. Davantage confiance en son propre avenir et en celui de sa propre famille plutôt qu'en celui de la société de manière générale. Oui, donc on construit sur soi en essayant de protéger ses propres enfants. C'est quand même un peu compliqué de se déconnecter complètement de de dire le pays n'a aucun avenir, mais moi j'en ai un. Mais Agnès en a fait des enfants pendant l'occupation. Le baby-boom a commencé en pleine occupation. Ça prouve bien qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet entre l'optimisme général. Il fallait s'occuper, et... si j'ose dire. C'est peut-être votre explication, Marc. Mais c'est vrai qu'il y a eu le baby-boom a commencé, on l'oublie toujours, en pleine occupation. Donc à une époque où la France était au plus bas. Heureusement, on n'en est pas aussi bas aujourd'hui. Je crois même qu'on peut inverser, en prolongeant, on peut inverser le raisonnement. C'est-à-dire que la cellule familiale devient un élément protecteur face à un monde en chaos. Cette expression d'un monde en chaos, d'un monde en ruine, est quelque chose qui revient. Il y a une mythologie autour, qui est une réalité par ailleurs, mais il y a aussi une mythologie d'une société de violence, dont les fondements économiques sont menacés, une société qui s'effondre. Et dans cet univers en chaos, l'agression
dans tous les sens du terme et sur tous les registres et partout, eh bien je reconstitue un monde clos dans lequel je me sens bien. Je vous raconte juste une petite anecdote. J'ai rencontré un monsieur merveilleux qui se déclarait très inquiet par l'évolution du monde, qui vient à la campagne en Normandie, et quand je suis sorti de chez lui, sa maison était entourée de forêts. Et quand je suis sorti de chez lui, il m'a dit « Regardez comme ces forêts nous protègent ». Voilà. C'est-à-dire le monde est ailleurs, les menaces sont ailleurs, et là, ici, chez moi, dans mon village, je suis protégé par ces forêts. Junger, le recours aux forêts. Très beau livre. Moi je veux bien. Alors, on est dans une société bloquée et on réagit par de la frugalité. Ça se traduit notamment par l'idéologie de la décroissance, qui est tout à fait respectable. Par l'idée que, sur le plan du marketing, on le voit bien, on veut l'usage, mais on ne veut plus la possession. Je vois des tas d'études qui montrent que les jeunes Américains en particulier n'achètent plus de voitures, parce qu'ils ne sert à rien, qu'on peut toujours en louer une, ou en acheter à plusieurs, comme on fait de la colocation dans les grandes villes. Ça se traduit par de la proximité, la famille, l'auto-organisation sur place pour échapper aux grands circuits commerciaux et financiers dont on pense que de toute façon ils sont corrompus. Mais tout ça, encore une fois, ne fait pas une société. Vous nous décrivez une France où les gens ont le sentiment d'être agressés, où ils ont le sentiment que la société est immorale et violente, ne les protège plus, et donc ils se replient sur la sphère privée et sur la proximité, les voisins, la famille, les amis. Mais encore une fois, ça fait peut-être des gens qui sont heureux à leur petit niveau, mais ça ne fait pas qu'on refait nation, qu'on refait une Europe, qu'on refait une société. Ça me paraît, excusez-moi, une idéologie assez réactionnaire. Alors, cette question est passionnante. François Mickey-Marty, il y a beaucoup de témoignages. Il y a oui. Mathilde, je repense à je crois que c'est Mathilde. Cette question est passionnante. C'est-à-dire, même si au fond une guerre, même si on ne la veut pas, mais la fameuse ancienne, est-ce qu'une bonne guerre ne résoudrait pas tout ça? C'est-à-dire qu'au fond, on a deux tendances fondamentales. Effectivement, celle du repli sur soi et ses proches, et l'autre, qui effectivement peut être extrêmement dangereuse, qui est pour la France, parce qu'on réalise à la fois des enquêtes d'opinion quantitatives et des entretiens, et qui repose sur l'aspiration à trois valeurs. Au fond, la France irait mieux d'abord si nous avions une capacité à mieux éduquer nos enfants, c'est-à-dire au fond à leur donner un meilleur niveau culturel, mais également à leur transmettre des valeurs de savoir-vivre, premièrement. Deuxièmement, si nous réinsufflions la valeur travail, ça rappelle quelques discours politiques. Et puis troisièmement, si la France était davantage ordonnée, c'est-à-dire face au chaos que l'on voit ailleurs, on peut souhaiter un discours d'ordre. Voilà. Tout ceci est extrêmement glissant parce que on voit bien l'usage que peuvent en faire des sensibilités protestataires, extrémistes, et on voit bien à quel point un discours aujourd'hui qui pourrait être entonné sur des valeurs de façon proclamée de manière forte, pourrait recueillir un écho dans la société française. Donc on est, je crois, aujourd'hui à une époque charnière. Alors si je puis me permettre, il le recueille déjà. La page 5 du Figaro du jour, le Front National progresse dans tout le pays. C'est Guillaume Bernard, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures, qui note que l'implantation géographique du FN s'est en effet modifiée. Et aujourd'hui, le mouvement de Marine Le Pen est surtout puissant dans les petites villes et les villes moyennes et des communes qui accueillent souvent des classes populaires, des classes moyennes qui ont dû quitter les métropoles en raison notamment du prix du logement. À l'inverse, l'électorat des grandes villes, lui, est souvent hostile au Front National, mais tout de même donc implantation de plus en plus grande du Front National. Et ça répond... C'est exactement ça. C'est-à-dire dès lors que nos dirigeants politiques traditionnels apparaissent comme incompréhensibles ou incompris, le discours du Front National qui porte sur des valeurs, lui, est compris. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit cette phrase, je trouve extraordinaire, le Front National est avec nous. C'est-à-dire que le Front National n'est plus une formation d'extrême droite, il y a des partis politiques d'en haut, loin. Quelqu'un m'a dit par ailleurs, il y a leur démocratie et il y a ma vie. Il y a leur démocratie et il y a ma vie. Je suis ailleurs, leur jeu est ailleurs. Et puis, proche de nous, qui nous comprend, qui nous entend, qui est capable de répercuter une partie des valeurs auxquelles nous aspirons, il y a le Front National. Agnès Benassi-Kéré. Oui, alors c'est une partie que je trouve très intéressante. Vous dites que les partis politiques sont loin de la vie quotidienne, ne savent pas parler aux gens de leur vie quotidienne. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un point de blocage essentiel par rapport aux réformes qu'on pourrait mettre en œuvre en France? Je prends un exemple particulier qui est celui de la santé. Est-ce que on a un défaut en France qui est de ne pas montrer de manière claire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent gagner personnellement? Je ne parle pas de la France, je peux gagner personnellement d'une réforme du système de santé. Qu'est-ce que vous tirez de ça en termes de moyens d'action? Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour le parti qui est au pouvoir, pour le gouvernement? Qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour améliorer les choses? François Mickey-Marty. Je crois, je peux restituer, ce sont des attentes. L'attente première est de partir des difficultés que vivent les gens.
partir de concepts macroéconomiques, tels que la compétitivité ou ceux dont vous parlez là, est extrêmement difficile à entrer en résonance avec la vie quotidienne des gens. Partir du quotidien des gens. Et puis, à partir de là, raisonner sur, effectivement, ce qu'ils peuvent en retirer. Au fond, on se souvient quand même du succès de la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Au fond, on avait une articulation auprès de son électorat, mais enfin, c'est quelque chose. On a une articulation entre une promesse concrète, un engagement concret, et puis un bénéfice personnel. Voilà. C'est ce genre de choses qui est extrêmement difficile à construire. Mais je crois, la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure les États-Unis, il y a une similarité entre la situation de la France actuelle et la situation des États-Unis lors de la première campagne de Barack Obama. Barack Obama a construit tout son discours là-dessus. C'est-à-dire, au fond, nous sommes une société où nous n'avons plus trop les codes politiques, mais nous, chacun d'entre nous, en tant que citoyens, nous avons des préoccupations communes. L'éducation de nos enfants, la santé, notre système de santé, comment on va pouvoir être protégé, vivre vieux dans la dignité. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments communs à partir desquels construire un discours. D'une certaine manière, l'ambition, qui est une ambition forte, serait de reconstruire un discours politique au sens fort du terme, qui ne soit pas un discours technocratique, mais qui soit un discours politique au sens incluant les valeurs et la vie quotidienne des électeurs qui peuvent voter pour les candidats qui peuvent se présenter à une élection. Je voudrais prolonger la question d'Agnès Benassi-Kiri qui me paraît absolument cruciale parce qu'il me semble qu'on est dans une spirale du déclin. Quand les gens ont le sentiment qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, ils sont effectivement réactionnaires. C'est-à-dire qu'ils refusent absolument toute forme de réforme parce qu'ils pensent que même si le gâteau rétrécit, il faut absolument sauvegarder la part qui leur revient. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un système auto-entretenu sur le plan économique et social qui fait que le blocage est inévitable quand les gens ne veulent plus que rien ne bouge et qu'ils savent que par ailleurs, si rien ne bouge, le pays va continuer à décliner, eh bien, le gâteau va effectivement continuer à décroître et chacun va se réfugier de plus en plus sur sa demande d'ordre, sa demande de valeur et sa tonnelle où on est si bien avec les amis. Je crois aussi que des mutations sont en cours et que ces mutations peuvent indirectement générer, soutenir de nouveaux secteurs d'activité lorsqu'on donne de l'importance à son quotidien, à sa santé, aux relations avec les autres. Ça veut dire qu'on va être attentif à la qualité de l'urbanisme, à la qualité des constructions, des bâtiments, aux équipements de santé près de chez soi. Au fond, il y a à la silver economy pour des personnes âgées. Ça peut accompagner aussi un changement beaucoup plus vaste réalisé certes par le pouvoir politique, mais aussi par les entreprises et par les gens eux-mêmes. D'ailleurs qu'au fond, ce qu'on peut dessiner là aussi de manière positive, puisque vous nous y invitez là, ce serait une mutation plus heureuse qui se fasse par la société tout entière vers de nouveaux modes de vie, et ces nouveaux modes de vie peuvent engendrer de nouveaux secteurs d'activité économique et donc aussi de nouveaux discours politiques. Un regain de l'autogestion, ça vous paraît crédible ? Non, très peu. C'est-à-dire l'autogestion au sens des années 70, c'est quelque chose qui est très limité aujourd'hui. On a une aspiration en revanche à une reconnaissance dans l'entreprise. Non, parce que articuler le discours des valeurs et celui de la performance économique, c'est tout le jeu du tiers secteur associatif, de l'économie solidaire, etc. Et ça se développe beaucoup parce que les jeunes veulent s'investir dans un travail qui ait du sens. Et celui-là, il en a. Et qu'il en a pour, dites-vous, François-Michel Marty, pour surmonter le consumérisme. Oui. L'autogestion a soulevé des difficultés d'organisation. On fait un premier pas, alors peut-être vers des formes d'autogestion, mais on fait, je crois, un premier pas très important dès lors que l'on accorde une reconnaissance au travail. C'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire une forme de respect sur le lieu de travail. D'ailleurs, là aussi, dans les entretiens individuels, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit sur mon lieu de travail, je suis du vent. C'est-à-dire que je n'existe pas. Donc avant de parler d'autogestion, mieux vaut aller au-delà du vent, être reconnu en tant que personne sur un lieu de travail pour pouvoir ensuite peut-être construire de nouveaux modes de gestion de l'entreprise. Alors, un exemple notamment de ce qui fonctionne en temps de crise, ou que même la crise a permis de faire exister, c'est notre stagiaire Claire Duisabo qui a fait l'entretien du directeur général du site internet leboncoin.fr, grand succès 6 années, justement, de ces années de crise. Écoutez donc Olivier Hézard au micro de Claire Duisabo, patron du site leboncoin.fr. La crise a accéléré le développement de nouveaux usages, et notamment de ce que l'on peut appeler la consommation solidaire. Quand on interroge nos utilisateurs sur les raisons qui les amènent à utiliser le site, ce qu'ils mettent en avant, c'est ce côté passage de relais, ce côté consommation solidaire. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de modes de fonctionnement
qui constituaient un effort quand tout allait bien, qui deviennent plus naturels parce qu'on a plus de contraintes. Nous, ce qu'on constate, c'est au contraire une vraie confiance entre les particuliers. On est sur un marché spécifique, c'est-à-dire que la vente entre particuliers, il n'y a pas de notion de satisfait ou remboursé, il n'y a pas de service après-vente, et on est sur des objets qui ont déjà été utilisés, qui peuvent être un petit peu cabossés, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la confiance, et basé sur mon voisin est une personne en qui j'ai confiance et une personne de qualité. Voilà, Olivier Hézard, directeur général du site leboncoin.fr, au micro de Claire Duzabo. François Miquet-Marty. Oui, alors effectivement, c'est une tendance que l'on voit se développer. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas cela qui génère de la croissance et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'au fond, sous diverses formes d'ailleurs, hein, il y a le troc, les achats en commun, les achats solidaires, l'idéalisation d'une communauté, le bonheur sous la tonnelle, tout ça n'entraîne pas à court terme une relance du pouvoir d'achat. Mais ce sont des mutations qui sont fortes. Dans le court terme, elles peuvent entraîner des impacts économiques plus porteurs, je crois, à moyen terme. Vous avez, vous, le dernier numéro de Sciences humaines, qui était Vivre en temps de crise. Non, c'est pas le dernier, mais je le recommande vivement. Évidemment, je recommande le livre de François Miquet-Marty, comme vous, Marc, Les Nouvelles Passions Françaises, mais il y a eu un très bon dossier de Sciences humaines, Vivre en temps de crise, qui date d'un peu plus d'1 an déjà, mais qui était extrêmement complet et qui va exactement dans le sens de ce que vous écrivez. Il n'y a pas de contradiction. Alors, est-ce qu'on arrive, comme vous le dites à un certain moment, à la fin d'une séquence, mais d'une très longue séquence, dont vous donnez la date de fin? Alors, quand même, est-ce que là, sur ce coup-là, la date n'est pas un peu arbitraire? Je voudrais rappeler tout de même ce que disait Myriam Revaud-Dallon dans La crise sans fin, qu'elle publie au Seuil. Le présent, François Miquet-Marty, le présent est toujours opaque à lui-même. Vous faites une séquence en disant, voilà, fin du modèle français, début 1789, fin 2011. Je caricature pas, vous l'écrivez tel quel. François Miquet-Marty. Oui, je crois qu'effectivement, la crise économique de 2008 et ses conséquences ont entraîné une cassure, une accélération des références au modèle français. Alors, c'est quoi le modèle français ? C'est d'abord l'idéal d'un progrès continu pour la société française tout entière, depuis la Révolution. C'est, en deuxième lieu, un idéal républicain d'une école qui nous porte et qui va assurer un mieux-être, un mieux-vivre par le savoir pour nos enfants. Et c'était en troisième lieu un idéal de protection sociale, par la sécurité sociale et toutes ces règles, qui nous assure un minimum de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, tous ces éléments-là sont mis en cause. Parce qu'au fond, l'idée d'une société française qui irait toujours vers un avenir glorieux, plus optimiste, plus conquérant, est quelque chose qui a pris l'eau. Parce que l'école apparaît de moins en moins comme un vecteur de progression sociale, et parce qu'on assiste à des menaces, à des craintes, à des doutes sur la pertinence du modèle social français. Et je crois que la crise de 2008 a multiplié les interrogations là-dessus, parce que on constate aujourd'hui que on peine de plus en plus à financer l'ensemble de ces éléments-là. C'est-à-dire que face à la crise financière de ces constituants de notre identité, on commence à penser qu'il faudrait peut-être faire autre chose. Et l'idéal, je crois que c'est ça qui est très intéressant à travers ces échanges avec des Français de différents horizons, au fond, l'idéal se redéfinit à travers du local. Et dès lors que l'on reconstruit de nouveaux idéaux à travers le local, ça veut dire qu'on est à 1000 lieues des idéaux des révolutionnaires. Rousseau n'est plus là du tout. Oui, l'universalisme républicain l'universalisme a disparu. Il ne s'agit plus de construire... Tandis qu'on le reconvoque, pardon de faire une parenthèse comme ça, mais tandis qu'on le reconvoque tout de même, à l'occasion, si j'ose dire, des débats sur la Syrie. En même temps, qu'on débat autour, en tout cas, on va dire. Faut-il intervenir ou pas au nom de notre universalisme? Il y a un paradoxe là, mais qui est dû sans doute à l'actualité. Peut-être pas une règle. Puis qui traduit une volonté d'intervention militaire. Mais les idéaux en termes de valeurs de société ne sont plus des flambeaux collectifs propres à la France qu'elle pourrait faire prévaloir sur toute la planète. Les idéaux en termes de valeurs de société, et ce n'est pas de l'individualisme, sont des idéaux à faire valoir dans mon quotidien avec mes proches. On est aux antipodes. Je crois que l'idée d'un individu égoïste est fausse en réalité. Oui, je vais vous taquiner là-dessus en première partie, vous insistez vraiment là-dessus. Oui. Ça n'est pas de l'égoïsme. Non, ça n'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'individualisme forcené. Il est très frappant de constater l'attachement à des valeurs collectives. Alors, la famille, les autres, c'est ce que Martine Aubry avait appelé le care, d'une certaine manière. Ouais. Lorsqu'on parle de respect, je pense qu'il faut aussi bien s'entendre sur les termes. Il ne s'agit pas du respect au sens traditionnel, c'est un respect au sens de la prise en compte de l'autre. Ça veut dire qu'au fond, dans mon environnement du quotidien, là où je peux le faire, j'ai l'ambition d'avoir une attention pour l'autre.
Et bien évidemment, on sort de l'universalisme à la française qui voudrait rayonner sur la planète entière. C'est peut-être, dans une version positive que nous recherchons ce matin, c'est peut-être un chemin qui peut être porteur. C'est-à-dire qu'au fond, là où je vis, je suis en mesure d'aménager je suis en mesure de le faire vraiment. D'ailleurs, l'ambition est peut-être moins forte que celle des Lumières, de Diderot ou de Voltaire, mais j'ai une ambition que je suis en mesure de mettre en œuvre dans mon quotidien, là où je vis. Et il est très frappant d'observer aussi le travail réalisé par des municipalités, qui au fond aménagent des lieux de vie. On a des idéaux dans les grandes villes aujourd'hui qui sont d'une certaine manière une décomposition de la grande ville à travers des villages. C'est-à-dire au fond faire un bonheur, réinventer une société, réinventer des tissus de proximité, où enfin nous soyons heureux. Oui, on revient. C'est l'émission optimiste de la rentrée. Hein, on revient aux origines de la crise, hein, parce que la crise, vous nous dites, c'est ça la grande nouveauté de votre livre, François Miquet Marty, c'est que les gens ne croient plus que la crise est économique et financière, ils pensent qu'elle est sociétale et morale. Or, en fait, l'origine de la crise, c'est quand même l'impudence de la finance. C'est effectivement des gens qui se sont crus affranchis de tout respect envers autrui, de tout respect envers les règles. Et c'est ça aujourd'hui qui est ressenti comme insupportable. Le mot crise, à l'origine, dans la langue latine, signifiait un jugement. Dans la langue grecque aussi, un jugement. La crise, c'est lorsqu'on apporte un jugement décisif sur une situation de grave maladie, par exemple. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est précisément une difficulté à porter du sens. Dès lors qu'on considère que les interprétations qui ont été données des difficultés économiques jusqu'ici ne sont plus pertinentes, eh bien, il faut inventer un autre sens. Je crois que c'est ce qui est en cours en ce moment. Alors j'évoquais tout à l'heure, parce que ça fait partie de l'actualité, nous avons toujours décidé qu'ici il fallait soutenir les publications quand elles naissent dans ce qu'on appelle la crise de la presse. Mais il se trouve que nous n'avons pas allé bien loin, nous, pour parler de cette nouvelle parution. Je fais évidemment référence au Lui, qui ressort aujourd'hui en kiosque, dirigé par Frédéric Becbédé, parce qu'au fond, encore une fois, faut-il y voir une métaphore de quelque chose qui voudrait donner, ou se donner l'air que nous allons bien et que nous pouvons repartir au fond dans la gaudriole et le dévoilement des corps de ces jeunes filles que l'on voit dans Lui. Enfin, cela dit qu'ils n'ont plus rien à envier maintenant aux pages des journaux de mode en général, que ce soit Vogue à Vanity Fair et j'en passe. Mais enfin, Lui, c'était au fond le symptôme d'une France qui allait drôlement bien à une époque Brice Couturier. Alors je peux dire, sans vous froisser, vous allez être d'accord, vous avez été rédacteur-chef de Lui à une époque. Oui, j'ai été rédacteur-chef de Lui. Est-ce que vous croyez à la renaissance de Lui? Alors, non, mais juste une anecdote marrante, parce que c'est Becbédé à qui on confie la ressortie de cette publication. Or, il se trouve que moi, quand j'étais rédacteur en chef de Lui, entre 90 et 92, ça n'a pas duré longtemps, 2 ans, j'ai chevauché le tic chez Philippe Aki, j'ai fait travailler Becbédé comme pigiste, figurez-vous. C'est donc grâce à vous qu'il est aujourd'hui à la Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne m'a pas fait signe pour que je repige, moi, mais ça aurait été drôle. Je me souviens, entre autres, qu'il m'avait fait une proposition de loi extraordinairement bien imité, parce qu'à l'époque il était du côté de la parodie. Il avait imité une proposition de loi de l'Assemblée nationale pour la réouverture des maisons closes, dont il était l'auteur, et c'était paru dans Lui en 90 ou 91, je me souviens plus très bien, mais donc Becbédé, je le faisais travailler comme pigiste à l'époque, il était vraiment gamin. Alors sans vouloir vous froisser tout de même, à l'époque où vous vous occupez de Lui, c'est déjà quand même un peu la fin du journal, c'est la période de gloire, c'est les années 70-80. Oui, évidemment, c'est la grande époque de Lui, c'est pas moi, c'est Lanzmann, hein, c'est le Lanzmann de Jacques Dutronc. C'est l'époque du fauteuil à l'osier de Sylvia Christel. Bien sûr. Mais moi, j'avais proposé à Philippe Aki, qui n'en a pas voulu, un projet de reconversion de ce magazine en généraliste masculin. Et Philippe Aki m'a dit, des généralistes masculins, il n'y en aura jamais en France. J'ai essayé avec Adam, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Je lui ai dit, écoutez, c'est curieux, il y a GQ, il y a Esquire, pourquoi en France ça ne marcherait pas? Il me dit, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc il n'a pas voulu de mon projet, et puis maintenant, Lui ressort. Je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner. Je vois le jeune Conquet qui veut tout d'un coup parler de Lui. Vous savez aussi qui a été formé à Lui et qui est passé par Lui, c'était très important pour lui, c'est René Château, l'éditeur. L'éditeur vidéo, René Château, voilà, producteur de cinéma de Belmondo notamment. Donc vous y voyez un symptôme, vous, dans cette parution de Lui, qui correspondrait à vos thèses, François Miquet Marty, qui publiait très sérieusement chez Michalon et dans la revue Esprit de ce mois d'août-septembre 2013. Donc je ne sais pas s'il faut y voir un... Puisqu'après tout, vous faites feu de tout bois. Après tout, vous circulez dans la France, vous voyez les gens, vous faites comme ce que certains appelleraient presque une sorte de micro-trottoir, évidemment bien plus élaboré, mais vous allez voir, tout fait symptôme dans la lecture de la société d'aujourd'hui. Donc est-ce que là, il y a un symptôme qui vous paraît positif ou qui ne l'est pas du tout? Il peut y avoir un effet, effectivement, de miroir par rapport à des personnes qui ont envie de
parler de la vie des gens et de leur situation au quotidien. Votre prochain travail, ça sera sur quoi? Comment est-ce que vous comptez prolonger ces nouvelles passions françaises? Parce qu'au fond, on voit bien que ça se situe dans des références que je donnais tout à l'heure. Il y a eu la fameuse l'anthologie, le très gros livre de Zeldin, la très grosse étude de Zeldin sur les passions françaises qui, au fond, décelait ce qui tout de même perdure chez nous, à savoir qu'on se plaint tout le temps, on n'est jamais content, et que, qui plus est, ça s'est renforcé, dites-vous, il y a cet effet d'autodérision ou de dérision sur nous-mêmes, qui d'ailleurs donne du grain à moudre, si je veux dire, aux étrangers, avec ce qu'on appelle le fameux French bashing. Ça, c'est quand même un symptôme très important dans l'idée que nous n'allons pas bien. C'est qu'on n'arrête pas de se moquer de nous-mêmes, ou est-ce que c'est plutôt un signe de bonne santé? Oui, il y a à la fois l'autodérision et en même temps la critique d'un excès d'autodérision. Donc on peut imaginer qu'à terme de ça. Voilà, ça n'en finit jamais. On rit aux guignols, mais on critique les guignols de rire de la sphère politique, par exemple. Voilà. Et tout le monde regarde les guignols. Et tout le monde regarde les guignols. Bien sûr. Donc je crois que la suite à donner, tout simplement, consiste à écouter. Ce qui est très frappant, c'est que ces évolutions, ces mutations sociales, économiques, se font de façon totalement, bien évidemment, non préméditée par quiconque. Et donc, le travail qui peut être fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ces travaux-là. Le travail qui est à faire, eh bien, tout simplement, est d'écouter, pour écouter des personnes de tous horizons, pour voir comment évolue la société française et comment elle se recompose, peut-être bien loin de projets politiques que l'on entend couramment. Donc vous voulez faire lire ce livre aux politiques? Non, je pense qu'il est très frappant de constater que dans un univers où l'on pense maîtriser beaucoup de choses, eh bien les mutations se font d'une certaine manière par elles-mêmes.